Bonsoir François-Xavier Bellamy, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes député européen Les Républicains. Vous revenez tout juste de Washington. Alors vous n'avez pas rencontré Trump, c'est peut-être pas plus mal vu l'humeur qui est la sienne en ce moment. Vous avez été à Washington, vous êtes allé à Washington avec une délégation de députés membres du Parti populaire européen, première force politique au Parlement européen, que vous menez. Quel regard vous portez à votre retour de Washington? On va parler de ce qui s'est passé hier soir, mais là, sur l'épisode en cours, à savoir cet échange entre Zelensky et le Premier ministre britannique en cours à Londres, à la veille d'un sommet que l'on décrit comme décisif avec les dirigeants européens. La conversation que vous évoquiez à l'instant entre le président Zelensky et le président Trump est simplement un symptôme. Et je reviens de Washington avec la certitude que le monde est en train de changer sous nos yeux et que si nous ne prenons pas maintenant la mesure du virage stratégique qui est en train de s'opérer, l'Europe va sortir de l'histoire. La vérité, c'est que les États-Unis, depuis la guerre froide, avaient construit un système international autour d'eux, autour de leur puissance. Et ce système était conçu pour protéger le modèle qu'ils voulaient incarner. Et nous avons participé à ce système parce que la plupart des pays européens ont décidé de faire reposer la totalité de leur sécurité sur la garantie que leur donnait cette alliance avec les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont décidé un changement de cap majeur. Est-ce que la preuve de cela, de par votre expérience à Washington, c'est pas, permettez-moi l'expression, mais votre impression d'avoir été snobé en fait par les Américains en allant à Washington? Vous avez suscité quoi, de l'indifférence, vous, Européens, là-bas? On a eu une succession de rencontres. J'y étais pendant une semaine pour engager la discussion avec tous les acteurs de la vie politique et du monde intellectuel américain, avec une délégation de parlementaires que j'emmenais. Cette mission était prévue depuis longtemps. Et non, on a eu beaucoup de rencontres très intenses, mais toutes confirment cela. Et ça n'est pas seulement le rendez-vous entre le président Zelensky et le président Trump, c'est le vote des États-Unis au Conseil de sécurité, le vote des États-Unis aux Nations Unies, qui se sont associés avec la Russie, mais aussi la Corée du Nord, le Venezuela, contre les pays européens, contre l'Ukraine. Mais au-delà de Trump, que vous ont dit les Américains avec qui vous avez échangé il y a quelques jours à Washington? Les Américains nous ont dit, pendant trop longtemps, les Européens se sont reposés sur notre effort pour les défendre, et maintenant c'est terminé. L'Europe n'est plus perçue comme un partenaire, elle est perçue, dans le meilleur des cas, comme étant destinée à s'occuper d'elle-même désormais, et dans le pire des cas, comme un adversaire idéologique. Quand on entend le président Trump qui dit que l'Europe a été inventée pour nous pourrir la vie, voilà, je tente une traduction polie de son expression, et on ne peut que prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer. Et ça n'est pas seulement la nouvelle administration, mais c'est une tendance de fond qui aujourd'hui prévaut dans la vie politique américaine. Certains font la distinction assez stricte, si je puis dire, entre Donald Trump et les États-Unis. Priorité au direct, alors que l'on va assister dans quelques instants à la sortie de Volodymyr Zelensky du 10 Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre britannique. Anthony Lebos, bonsoir. Bonsoir François. Vous êtes en mesure de nous révéler des déclarations d'Emmanuel Macron dans la presse dominicale, c'est bien cela? Absolument. Entretien que le président de la République a donné à nos confrères de la Tribune dimanche, du Parisien et du JDD cet après-midi, pendant près d'une heure environ. Voici ce que dit Emmanuel Macron à propos de l'Ukraine. Il est minuit moins le quart, mais on a encore la main. Fin de citation, poussant notamment pour un sursaut stratégique européen. Il revient notamment sur cette conférence de presse qui a mal tourné, selon ses mots, cette conférence de presse dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Je pense qu'au-delà de l'énervement, dit le président de la République, il faut que tout le monde revienne au calme, au respect et à la reconnaissance, qu'on puisse avancer concrètement, car ce qui est en jeu est trop important, dit Emmanuel Macron. Sur ces sujets, poursuit-il, il est préférable d'avoir une discussion qui soit stratégique et confidentielle pour avancer et de lever les malentendus entre les gens, mais pas devant témoins, forme de critique de ce qui s'est passé dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron poursuit, notamment en s'adressant aux États-Unis et à Donald Trump. Je cite, « La destinée manifeste des Américains est d'être du côté des Ukrainiens. J'en ai aucun doute, affirme Emmanuel Macron. Je veux faire comprendre aux Américains que le désengagement de l'Ukraine n'est pas dans leur intérêt. Fin de citation. Nous sommes tous d'accord pour faire la paix, dit aussi Emmanuel Macron, mais il ne peut pas y avoir de paix juste et durable avec un abandon de l'Ukraine. Emmanuel Macron qui dit aussi aux journalistes de la presse dominicale qui étaient présents à l'Élysée aujourd'hui que si personne n'arrête le Kremlin, je cite le chef de l'État, à coup sûr, il ira sur la Moldavie et peut-être
au-delà sur la Roumanie. Fin de citation. Il est revenu ensuite aussi sur les prochains sommets qui auront lieu, notamment la semaine prochaine, le 6 mars à Bruxelles, Conseil extraordinaire européen avec les 27 pays de l'Union européenne. Merci beaucoup, merci Anthony. Votre réaction, François-Xavier Bellamy, à ces déclarations d'Emmanuel Macron dans la presse dominicale, notamment celle-ci, il est minuit moins le quart, mais on a encore la main, estime le président français, qui dit aussi ceci, nous avons encore les moyens de réussir ce sursaut stratégique européen. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je pense que les moyens, il faut se les donner à nous-mêmes. L'Europe doit retrouver les moyens de maîtriser son destin. J'ai fait toute ma campagne européenne autour de cette devise et je crois qu'elle est d'une actualité que je n'aurais même pas moi-même prévue il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, je le redis, toute l'architecture de sécurité des pays européens est en train de se fragiliser profondément. À long terme, bien sûr, j'espère et je crois que les États-Unis resteront nos alliés, parce que nous avons en commun à défendre ils sont quoi un modèle de société. Ils ne sont plus vraiment nos alliés, les Américains. Aujourd'hui, ils se désengagent. C'est le moins qu'on puisse dire de cette relation stratégique qui était le cœur, je le répète, de notre modèle de sécurité. Nous avons en commun le devoir de défendre notre modèle démocratique, notre modèle de liberté face à des puissances autoritaires. C'est la Russie, mais c'est aussi bien sûr la Chine, c'est l'Iran, c'est la montée de ces pulsions impériales qui reviennent et qui veulent démontrer que la démocratie c'est terminé et que c'est l'autoritarisme qui est le meilleur moyen d'organiser une société. Notre devoir à nous, c'est de montrer le contraire. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas prêts. Nous n'en avons pas les moyens, pas du tout. Nous en sommes très loin. L'Europe est en train de s'effondrer sur le plan industriel. Elle est en train de décrocher économiquement. La France connaît une trajectoire budgétaire qui la rend aussi vulnérable, parce que c'est aussi priorité au direct. Volodymyr Zelensky sort de sa rencontre raccompagné par son interlocuteur, le Premier ministre britannique. C'est une étape parmi d'autres durant ce week-end qui s'annonce très dense pour le président ukrainien. Laura Calmus, vous êtes sur place à Londres. Une étape parmi d'autres, donc dans le cadre d'un week-end littéralement décisif. Exactement, je ne sais pas si vous voyez derrière moi cette voiture, c'est la voiture du président Zelensky qui est ici. Il vient tout juste d'être raccompagné par le Premier ministre britannique. Ils sont sortis du 10 Downing Street après une longue conversation entre eux et on a pu voir ces accolades très chaleureuses entre les deux. Et maintenant, eh bien, tout le monde qui essaye de poser une question au Premier ministre britannique Keir Starmer, mais on a l'impression, on ne peut pas le dire, mais on a l'impression que ce rendez-vous s'est bien passé. Les deux hommes sont sortis du 10 Downing Street. Encore une fois, ils se sont accolés, ils ont eu des regards assez chaleureux. Et maintenant, eh bien, on va voir qu'est-ce qui a été dit sur les deux hommes. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que le Premier ministre britannique a répété, il l'a dit encore hier soir, il y a ce soutien indéfectible à l'Ukraine et il a aussi expliqué qu'il n'y aurait pas de négociation de l'Ukraine sans l'Ukraine. Merci Laura Calmus en direct de Londres, alors que se termine le premier des entretiens du président ukrainien à Londres des 24 prochaines heures, à savoir un tête-à-tête avec le Premier ministre britannique, alors que pendant ce temps-là, on apprend, François-Xavier Bellamy, vous êtes toujours avec nous, qu'Emmanuel Macron s'est entretenu depuis ce matin avec Volodymyr Zelensky, avec Donald Trump, mais aussi avec le Premier ministre britannique et le patron de l'OTAN, à la veille d'un sommet décisif à Londres, à quelques jours d'un Conseil européen extraordinaire. Je rappelle que vous êtes vous-même eurodéputé. Vous rentrez de Washington. Emmanuel Macron, qui dans la presse dominicale, dit notamment ceci: je veux faire comprendre aux Américains, 24 heures après ce qui s'est passé dans le bureau ovale, je veux faire comprendre aux Américains que le désengagement de l'Ukraine n'est pas dans leur intérêt. Est-ce que vous diriez, vous, François-Xavier Bellamy, que la voix de la France et même la voix de l'Europe porte encore aujourd'hui jusqu'aux États-Unis ? Le président de la République voulait aussi faire comprendre au président américain que ça n'était pas dans son intérêt de déclencher une guerre commerciale. 24 heures après leur entretien, il a annoncé qu'il mettrait 25% de droits de douane sur tout le continent européen. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui... Il a réussi à maintenir le rendez-vous avec Zelensky, qui a mal tourné certes, mais Emmanuel Macron a réussi à convaincre Trump de bel et bien accueillir hier soir Zelensky. Tous les efforts diplomatiques sont louables. Mais moi, je ne veux pas être un commentateur, je veux seulement dire à tous ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, les pays européens sont en train de toucher du doigt la réalité de leur impuissance.
Et cette impuissance, elle vient de loin. Elle vient du fait que pendant longtemps, nous avons décidé de goûter les dividendes de la paix en n'investissant pas suffisamment dans notre défense, que les pays européens qui aujourd'hui rivalisent de déclarations pour soutenir l'Ukraine, pour certains ont été les premiers à se rendre dépendants du gaz russe en fermant leurs centrales nucléaires. Je pense à la politique que l'Allemagne a menée contre le nucléaire, y compris le nucléaire français pendant longtemps, que le décrochage industriel... Les mois suscités par le clash d'hier soir, ce sont quoi? Ce sont des larmes de crocodile? En fait, ce clash, encore une fois, est un symptôme et il nous rappelle brutalement à la réalité de cette impuissance que j'évoquais à l'instant. Et moi, je ne veux pas m'y résigner, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, nous ayons les moyens de peser de manière significative sur ce débat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à l'impuissance? Et très concrètement, par exemple, s'il y avait un accord de cessez-le-feu, est-ce que vous et votre mouvement soutiendrez l'envoi de troupes françaises en Ukraine, de maintien de la paix? D'abord, il faut des garanties de sécurité, mais qui soient crédibles. Est-ce que vous soutiendrez l'envoi de troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine? Mais si c'est dans un dispositif qui inclut l'OTAN, qui inclut une force crédible de dissuasion. C'est oui, donc, avec l'OTAN. Aujourd'hui, si les pays européens, et d'ailleurs le président Zelensky est le premier à le dire, si les pays européens sont les seuls à s'engager, il est évident qu'ils n'ont pas les forces nécessaires pour dissuader une attaque russe. Nous pourrions envoyer 30 000, 40 000, 50 000 hommes tout au plus, essentiellement des contingents français et britanniques. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est la réalité de la situation actuelle. Nous sommes confrontés à la réalité de cette impuissance. Il faut travailler très vite et on peut aller très vite pour relancer notre industrie de défense. C'est le sujet dont je m'occuperai comme rapporteur au Parlement européen sur le projet de reconstruction d'une base industrielle de défense en Europe. On a des atouts pour ça, particulièrement en France, mais il va falloir investir de manière très significative. Et j'insiste sur ce point, il faut relancer notre industrie et notre compétitivité économique. Pourquoi est-ce que les Américains nous tournent le dos? C'est aussi parce que l'Europe est en train de décrocher sur le plan économique. Et vous êtes prêt à faire un emprunt européen pour financer l'effort de défense des Européens et celui de la France? Priorité au direct, on n'a pas les moyens. On dispose des images de la signature de ce nouveau prêt, signature entre le Royaume-Uni et l'Ukraine, d'un nouveau prêt pour soutenir les capacités de défense de l'Ukraine. François-Xavier Bellamy, on a donc là l'illustration concrète des enjeux de ce week-end décisif de Zelensky à Londres, un engagement concret. Est-ce que la France, l'Europe doit faire de même? Là, c'est le Royaume-Uni qui signe avec l'Ukraine un nouveau prêt. L'engagement de l'Europe, il est continu. Et d'ailleurs, l'Europe a décidé, il y a encore quelques jours de cela, le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine. Le vrai sujet, encore une fois, il est aujourd'hui sécuritaire et militaire. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est évident que nous ne sommes pas seuls en mesure de soutenir l'effort de guerre. Mais on ne lâche pas l'Ukraine, encore moins depuis ce qui s'est passé hier soir. C'est votre état d'esprit? Bien sûr que non. Je crois, pour ma part, et je suis absolument convaincu qu'il y a quelque chose de terrifiant dans le fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tant de dirigeants soient incapables de dire que l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Et pourquoi la Russie attaque-t-elle l'Ukraine? Parce que l'Ukraine voulait s'arrimer à l'Europe. Parce que c'est l'Europe, en fait, qui est en jeu. Parce que c'est, je le répète, un modèle de société, un modèle démocratique. Et donc, nous avons le devoir de défendre cela ensemble. Mais la clé, c'est comment est-ce que nous prenons au sérieux notre responsabilité sur ce sujet. L'Ukraine est l'agressé, rappelait Emmanuel Macron hier après le clash. La Russie est l'agresseur. D'ailleurs, Anthony, rappelez-nous ce que Emmanuel Macron, dans la presse dominicale, de demain donc, dit de la Russie. Il dit que c'est une menace existentielle. Alors il ne le dit pas en ces termes, mais c'est un terme qu'il a régulièrement employé ces derniers jours et ces dernières semaines, notamment quand il avait rencontré, rappelez-vous, les forces politiques à l'Élysée. Il dit ceci, le chef de l'État: il y a à nos frontières une Russie surarmée et agressive. Elle mène des actions terroristes, des campagnes de désinformation massives chez nous et en Europe. Fin de citation, voilà pour ces propos du président de la République recueillis à la presse, par la presse dominicale. Mais il y a une autre phrase très importante. Le président de la République dit: si Poutine n'est pas freiné, après l'Ukraine, il ira en Moldavie et peut-être même en Roumanie. C'est-à-dire que c'est cette menace existentielle, mais qui est très concrète. C'est-à-dire qu'il mérite des efforts de défense. Effectivement ce qualificatif-là. Non seulement Poutine est un danger, soit François-Xavier Bellamy, mais un danger existentiel. Utiliseriez-vous ces termes-là pour qualifier le président russe? Je crois qu'il y a un danger existentiel pour l'Europe aujourd'hui. C'est le danger de la Russie, de Vladimir Poutine. Mais derrière la Russie, c'est aussi, je le redis, la Chine, c'est l'Iran. Vous ne mettez pas les États-Unis derrière la Russie, là, à ce stade? Non, mais là, pour le coup, les États-Unis ne sont pas une menace pour l'Europe. Ils sont en train, et la vraie menace est là, de se désengager de leur présence sur le continent européen, qui était la garantie de sa sécurité. Et en se désengageant, ils nous laissent seuls
face à notre destin. Et je pense que d'une certaine manière, c'est le moment pour l'Europe de faire les choix qui s'imposent. Si nous accentuons ce décrochage économique, si nous continuons dans le choix de la dépendance, qui a été le pari européen depuis trop longtemps, ce pari que j'ai dénoncé au cours des dernières années, si nous ne décidons pas aujourd'hui de faire l'effort d'investir dans ce qui nous permettra de nous défendre et Mais est-ce que ça peut se faire d'un maîtriser les claquement de moyens doigts? de notre propre C'est liberté. plus complexe que Il va cela. falloir On du a la temps, bien Hongrie qui menace de faire capoter le prochain Conseil extraordinaire européen de jeudi prochain. Si on ne parle pas avec la Russie, on a encore beaucoup de haies, nous, Européens, à franchir avant d'avoir un développement de notre défense européenne suffisant, en tout cas, pour contrer les assauts et de la Russie et au minimum l'hostilité des États-Unis. L'hostilité, encore une fois, je le redis, de la Chine, de l'Iran, de ces régimes qui, rappelons-le, sont déjà en confrontation avec nous. La Russie, elle combat des soldats français de manière indirecte en Afrique. Elle a largement contribué à la fragilisation de notre présence dans beaucoup de pays de ce continent. On voit bien que nous sommes directement aux prises déjà avec cette puissance hostile. Mais je pense qu'il faut regarder les choses avec mesure sur le temps qui nous attend. Ça n'est pas demain que la Russie potentiellement va attaquer un pays de l'Union européenne. Et on voit bien que la Russie, en réalité... Elle attaque déjà avec la guerre informationnelle, les fake news et de les manière trolls. hybride. Oui. Mais c'est pas demain qu'elle lancera une guerre de haute intensité, une guerre conventionnelle comme celle qu'elle mène en Ukraine contre un pays européen. Elle a d'une certaine manière démontré aussi en Ukraine sa fragilité, paradoxalement. Parce que la Russie, avec toute sa population, avec son potentiel théorique, n'a pas été capable, grâce au courage des Ukrainiens, de prendre Kiev comme elle l'espérait, de renverser ce pays, de renverser son gouvernement et d'installer un régime à sa place. Donc, il va falloir du temps avant que la Russie construise des capacités qui lui permettent de s'en prendre à nous. Et par ailleurs, n'exagérons pas non plus notre impuissance à long terme. Si nous le voulons, nous sommes capables de faire face. Aujourd'hui, le PIB de la Russie, c'est 10 fois moins que le PIB de l'Union européenne. Et les dépenses militaires de tous les pays européens sont déjà 3 fois supérieures aux dépenses militaires de la Russie. Donc on a les moyens d'agir, mais il faut le vouloir maintenant. Et il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, parce que c'est, je crois, aujourd'hui, d'un basculement stratégique que nous sommes en train d'observer déjà les premiers effets. Merci François-Xavier Bellamy, merci à tous les trois.